Le marché Saint-Bruno s'installe pour la première fois sur la place en 1886. Il était à cette époque dans la partie jardin, sous des halles, et était uniquement alimentaire. Depuis 1933, d'autres produits y sont vendus, et aujourd'hui, il est à 90% non alimentaire. Il y était à 60% en 1980. Il prend place de 5h à 13h30 tous les jours sauf le lundi. Il y a quelques années, il durait même jusqu'à 20h le vendredi. Les stands les premiers à s'installer sont les stands alimentaires car ils ont beaucoup de manutention. Ils s'installent sur la ceinture du marché car comme ils rangent en dernier, ils ne perturbent ainsi pas le nettoyage qui commence dès 13h, 13h15. Le marché est un moment de grande mixité. On y croise des personnes de tous âges, de toutes origines et de toutes catégories sociales. La largeur des allées est pour cela riche de situations et d'interactions sociales. Elles font moins de 2,50 m et quand les stands sont installés, il est difficile de se tenir à plus de 3 de front. Pour se croiser, se doubler et laisser passer une poussette, on échange des regards et des paroles. Ce gabarit étroit donne aux stands des commerçants une grande visibilité. Comme on n'est souvent que deux côte à côte, on passe alors obligatoirement devant tous les stands. Cette configuration oblige aussi à la lenteur. On a alors tout le temps de regarder les étals. Si quelqu'un devant nous s'arrête, on est obligé de s'arrêter aussi. Mais bien souvent, les gens s'arrêtent plus par mimétisme que par obligation. Comme le montrent ces images, où 30 secondes plus tôt, le stand était complètement vide, puis quelqu'un s'y est arrêté. Les passants suivants sont alors irrésistiblement attirés par ce que regardent les autres. On s'arrête ou on jette simplement un coup d'œil, comme par réaction en chaîne. On est alors plus tenté par l'achat. Les commerçants l'ont d'ailleurs bien compris. Pour attirer d'éventuels clients, ils usent d'autres techniques. Le son en est une importante. Plusieurs marchands se créent une phrase qu'ils répètent de manière régulière et qui les identifie. De la même manière, les commerçants agitent leurs marchandises pour attirer les clients. Les zones du marché où ces deux choses se pratiquent sont souvent très animées et fréquentées. Les entrées sont aussi un des points les plus importants du marché. Il est quasiment impossible de rentrer dans le marché ailleurs que par les 4 entrées formées par les camions. Cette disposition est volontaire et essentielle pour les commerçants. C'est le cocon du marché. Tout d'abord, elle protège le marché des passages rapides d'éventuels voleurs. Mais cette disposition force aussi à ralentir le rythme de la marche. Elle oblige en quelque sorte les usagers à se mettre dans un rythme lent qui est celui du marché, de la flânerie et peut-être de l'achat. Les terrasses des cafés et entrées des commerces et marchés sont un fort lieu de socialisation majoritairement masculin. Alors qu'il y a beaucoup de femmes à l'intérieur du marché et dans le parc, peu fréquentent les terrasses. Mais depuis peu, la tendance change. De nombreuses femmes cuisinent directement sur les terrasses et vendent leurs galettes au marché. Puis vient l'heure du rangement. Le marché se vide par l'ouest, côté parc. C'est par là qu'arrivent les balayeuses et techniciens vers 13h30. Bien souvent le week-end, ils sont obligés d'attendre les commerçants qui vendent jusque tard, car les clients, eux aussi, arrivent tard. Alors, le nettoyage pousse littéralement le marché en avançant vers l'est. Même si Saint-Bruno n'est pas que le marché, il participe pour beaucoup à l'image vivante et animée du quartier, et beaucoup ne pratiquent Saint-Bruno que par le marché. Son économie est fortement en lien avec la forme de l'espace urbain. Si celui-ci est modifié et met à mal son organisation, tout peut aller très vite. Cependant, et comme le disent de nombreux forains et le placier, il doit se réinventer et se réadapter à sa clientèle pour ne pas disparaître. S'il se transforme, une des premières choses à considérer est donc sa forme. Le gabarit et la fonction de ses allées et des entrées est à conserver à tout prix. Elles forment l'essence même de ce qu'il est, mixité sociale, rythme. Une des autres questions importantes est la question des horaires. Ne serait-il pas possible de passer à un marché de fin d'après-midi, début de soirée en semaine ? Le nettoyage pose aussi d'autres questions. Quelle gestion des déchets imaginer afin de réduire la consommation d'eau et d'emballage sur le marché ? L'image des tas d'ordures aux 4 coins de la place chaque jour, au-delà de la propreté urbaine, interroge sur l'impact écologique du marché. Un des autres espaces très complémentaires au marché est le square Saint-Bruno, partie la plus à l'ouest de la place. C'est un espace vivant pendant le marché de week-end, mais très calme le reste du temps. Les habitants fréquentent d'autres parcs du quartier. Alors pourquoi une telle différence de fréquentation entre les 3 parcs et qu'est-ce qui caractérise Saint-Bruno ? L'étude des flux piétons aux heures de marché nous montre que le square est considéré comme une entité fermée. Sur ces séquences de films, prises sur différents jours, on remarque que même si les entrées sont ouvertes et paraissent très perméables, les piétons lorsqu'ils transitent pour aller ou revenir du marché traversent peu le parc.
Ils s'obligent même à faire un léger détour pour l'éviter. Les barrières, si petites soient-elles, semblent donc donner le code d'un espace différent de la rue. Ce graphique illustre un comptage réalisé à l'heure de plus fort passage un samedi matin. Il montre le nombre de personnes en transit, choisissant de passer à l'intérieur du parc, représenté en vert, ou à l'extérieur, représenté en bleu. À la lecture des moyennes de passage par minute, le résultat est sans appel. Mais les barrières ont aussi d'autres effets, moins désirables. Là aussi, la rencontre des usagers nous renseigne sur une de ces curiosités. Pourquoi, à la différence des autres parcs, personne ne pratique la pelouse centrale? La réponse est simple, les chiens en liberté. Suffisamment clos, le square donne le sentiment aux maîtres qu'il est possible de laisser leurs animaux en toute liberté et sans danger. A l'inverse, dans l'espace jeu, la majorité des parents qui amènent leurs enfants ne s'en éloignent jamais trop. Ils ne s'assoient que très peu sur les bancs situés pourtant à quelques mètres. En effet, la pelouse inaccessible à cause des chiens et la rue très accessible par de petits portails ne sont qu'à quelques enjambées de jeu. Cela nous emmène à l'autre activité importante du square, s'asseoir. En s'intéressant de près à l'occupation de ces bancs, on remarque principalement deux choses. L'intérieur du parc est préféré pour s'asseoir, et les bancs ne sont jamais tous occupés même quand le parc est très fréquenté. Ce schéma représente l'emplacement et la durée d'assise des personnes sur les bancs. Ce sont les bancs face à la poste et la bibliothèque. En bleu, les bancs extérieurs au parc. Dos à ceux-ci et derrière la barrière, représentés en vert, les bancs à l'intérieur du parc. En regardant la distribution du nombre de personnes, on se rend compte alors qu'il est très rare que les bancs situés d'un côté et de l'autre de la barrière soient utilisés en même temps. De même que les bancs côte à côte. On s'assoit rarement dos à dos ou côte à côte. En groupe ou seul, les usagers assis établissent une sorte d'interdistance de confort dans l'usage des bancs. L'offre d'assises sur banc est grande mais jamais utilisée à 100%. La barrière ne procure pas une séparation assez importante et les bancs semblent trop proches les uns des autres pour donner une situation confortable, seul ou en groupe pour discuter. Ces barrières et limites de parc sont aussi une des grandes différences entre Saint-Bruno et les autres parcs du quartier. Saint-Bruno, elles sont de petites limites perméables que l'on enjambe facilement et qui donnent au lieu une de ses fortes caractéristiques. Un parc ouvert, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le square devient alors le théâtre de nombreuses activités ouvertes à tous aux heures de marché. Elle donne au square vie régulièrement, mais finalement de manière très ponctuelle. Vécu comme un parc ombragé, animé comme une place et square, très complémentaire au marché, cet espace ne pourrait-il pas jouer sur ces trois caractéristiques dans son évolution? La perspective d'une extension du marché à l'ombre des arbres est une idée qui semble réjouir nombre de ses usagers et commerçants. Mais ne faut-il pas faire attention à la complicité qui s'est installée entre ces deux espaces, parc et marché, marché et parc? Certains aimeraient voir le parc évoluer, d'autres l'aiment comme il est. On pourrait peut-être s'inspirer des usages actuels pour le voir changer un peu. Pourquoi ne pas jouer sur la particularité du square, seul parc du quartier ouvert toute la journée pour y développer encore plus d'activités? Le parking commence à s'établir alors que le nettoyage du marché n'est pas encore terminé. Ce sont les habitués qui l'investissent le premier. Ils savent quelles entrées ne sont pas bloquées par les agents de la ville. Il se remplit chaque jour de la même manière, et cela malgré l'absence de marquage spécifique. Une règle d'usage semble s'établir. Du nord vers le sud, de la partie libérée en premier par le marché vers celle libérée en dernier face à l'église. L'interdistance entre les voitures est grande. La largeur des places est bien au-dessus du 2,5 mètres normatif établi partout ailleurs. Cette disposition permet aux piétons une traversée rapide et sans trop de difficultés du parking. On passe facilement entre les voitures. Cerné au nord par le tramway du Courberia et la gare, des quartiers d'habitation et des espaces verts au sud, le parking est dans l'après-midi, rythmé par les traversées d'une grande variété de personnes. En dehors des personnes qui le traversent, se pose la question de l'utilisation de ce parking. Qui se gare ici et pourquoi? Quelle est la vie sociale de cet espace? La réponse a été une surprise. Ce diagramme illustre le rythme d'arrivée des voitures sur le parking un samedi après-midi. Fortement contraint par les horaires de marché, le parking n'est pas un parking résident. Il se vide toutes les nuits avant 2 heures. En mettant en relation ce rythme avec celui de la vie des commerces et des activités de la place, comme le montre le diagramme, on comprend tout de suite sa corrélation avec le rythme commercial et des activités qui prennent place sur Saint-Bruno. L'ouverture, la fermeture des commerces, la messe, etc. Mais l'usage commercial du parking dépasse aussi les limites de la place. Il devient parking relais du centre-ville,
grâce à notamment la proximité du Courberia et du centre-ville de Grenoble. Chaque jour, et ce peu importe la météo, de nombreux groupes de discussion se forment sur le parking de la fin du nettoyage au début de la soirée. Le même diagramme que précédemment nous montre la forte corrélation entre la présence de personnes immobiles et en discussion sur le parking, représentée en rouge, et la présence des voitures, représentées en bleu. Cette carte illustre la répartition dans l'espace des groupes de discussion. En rouge, les discussions prenant place à proximité des voitures. En orange, les discussions prenant place assez loin des voitures, à plus de 30 ou 40 cm. Si la zone où les voitures n'accèdent pas, les terrasses de café, est assez occupée, on voit qu'autant de groupes de discussion sont formés sur le parking, créant une polarité au nord-est du parking. A l'inverse, lorsque le parking est quasiment vide, après la clôture du marché, peu de personnes s'y arrêtent. Lorsqu'une personne seule ou un petit groupe décide de s'arrêter, il est rare de les voir choisir des espaces vides de la place. Les arrêts s'établissent alors très souvent sur les pourtours ou près de l'un des repères forts de la place, comme le montrent ces images. Nous l'avons vu, quand les voitures sont présentes, c'est elles qui jouent ce rôle de repère. Mais ce n'est pas tout. La voiture a aussi l'avantage d'être à l'échelle du corps humain. Agencée à loisir, elle devient mobilier urbain ultra adapté et adaptable. Elle devient abri contre la pluie pour discuter assis sur les sièges ou dans le coffre ouvert. Elle permet d'être à trois en position assis debout pour discuter en cercle, mais on peut aussi s'y adosser et combiner les situations. Elle devient même table haute pour les cafés et boissons achetés au bar de la place, qui d'ailleurs produisent spécialement des tasses à café en carton jetable et vendent des canettes. Ces images témoignent de l'inventivité des usagers pour créer un espace convivial de discussion sur un lieu qui, au départ, ne semble pas spécialement attrayant. Ces situations sont rendues possibles pour deux raisons. En l'absence de marquage ou d'agents de la sécurité publique, on s'installe comme on le souhaite, au plus confortable. La deuxième chose est bien sûr la gratuité. On reste le temps que l'on souhaite, le tarif est adapté à toutes les situations sociales. Même s'il ne s'agit pas de la totalité des usagers, une certaine partie des personnes qui fréquentent le parking n'habitent pas ou plus le quartier. Ils viennent en voiture d'autres quartiers de l'agglomération. C'est avant tout, comme le marché, un espace de socialisation. Les terrasses poussent parfois les voitures. Par beau temps, pour des concerts, karaokés, réunions d'associations de quartier, on y installe des tables et des chaises. Le ramadan y est aussi célébré et les voitures sont alors reléguées plus au sud à partir de 22 heures. Il est difficile d'imaginer Saint-Bruno sans son parking pour de nombreuses personnes. D'abord pour la vie des commerces, mais je pense aussi que celui-ci participe fortement à l'image cosmopolite du lieu, permettant à des personnes habitant d'autres quartiers de l'agglomération de s'y retrouver après le travail, après le marché, autour d'un verre. Pour cela, le gabarit large des places de stationnement est essentiel. Redonner un gabarit normal de 2,50 m donnerait à cet espace une allure de parking classique. N'est-il pas possible d'expérimenter des choses, afin que d'autres piétons et habitants y trouvent des repères? Mais attention, l'espace vit déjà et a son utilité sociale. Les équilibres sont parfois fragiles. Ce qui se joue sur un tel espace est complexe et dépasse parfois les compétences de la simple lecture urbaine. Mais selon moi, si l'on veut conserver l'image d'un quartier cosmopolite, de tels éléments sont à prendre en compte. Nous l'avons vu, la vie de la place est riche, multiple et mixte en usage. Mais cette mixité s'appuie sur de nombreux petits éléments, et quelques actions sur la place peuvent avoir de conséquences lourdes et non voulues si l'on ne prête pas suffisamment attention à la vie actuelle du site. La connaissance du quotidien de la place est donc pour moi un prérequis. Les trois thématiques abordées dans le film ne révèlent évidemment pas la complexité de la vie quotidienne de la place. Il y a beaucoup d'autres sujets, notamment la nuit, qui est contrairement aux apparences un moment assez calme, mais il y a aussi d'autres espaces, la poste, le bar au bout du parc, la laverie, etc. Ces ellipses sont dues au court temps d'analyse et à la méthode choisie. Il est parfois difficile de filmer dans certains espaces publics, et c'est particulièrement le cas à Saint-Bruno. Mais cette démarche, si elle ne présente pas tout, et si elle n'est pas exhaustive, a pour but, en partant de l'analyse, de poser les questions de l'avenir de la place, sujet controversé au sein des acteurs du quartier. Pour moi, l'avenir de la place doit émaner d'une mise en débat large, et ce film en propose une.